Karel Verhegen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on sait qu'actuellement, Israël mène une offensive massive sur la bande de Gaza en réponse à l'assaut lancé par le Hamas le 7 octobre sur son territoire. En quoi ce conflit est-il différent des précédents? C'est vrai que depuis 75 ans, il y a ce conflit avec des hauts et des bas au niveau de sa violence. Aujourd'hui, je pense qu'on est au bout d'une hypocrisie et une irresponsabilité qui est bel et bien partagée, aussi bien par des acteurs locaux que les acteurs et les grandes puissances au niveau international. Parce qu'il y a effectivement les attaques, qui sont absolument atroces, innommables, mais de l'autre côté, il y a un contexte où, aussi bien du côté des États-Unis, des pays européens que d'autres pays dans le monde, on a laissé pourrir un monstre, on a créé une espèce de monstre de Frankenstein qui se retourne, y compris contre l'État israélien lui-même. Aujourd'hui, il y a eu, depuis le 7 octobre, il y a eu plusieurs grands journaux israéliens, comme Haaretz ou Times of Israel, qui ont documenté comment, au moment où montait l'autorité palestinienne, comment les plus fous et les plus extrémistes en Israël ont aidé la Hamas à monter, parce qu'on a voulu diviser pour régner, on a voulu affaiblir l'autorité palestinienne, qui avait déjà sa faiblesse propre, qui n'était pas toujours exemplaire, pour absolument rendre impossible une solution de deux États. Et donc, alors il y a eu bien sûr le grand marquant, ça a été donc l'assassinat de Rabin. Donc il faut bien voir qu'en 92, il y a eu l'accord d'Oslo, et ensuite il y a eu le prix Nobel donc donné à Shimon Peres, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, qui ont eu Yasser Arafat qui, je vous rappelle, à l'époque était un terroriste. À ces trois personnes qui ont, comme disait Rabin, ce sont des gens qui ont été capables de changer leurs préjugés et leurs paramètres pour, au nom d'un avenir meilleur, un avenir partagé de développement, ont pu changer leur référence et dire, au nom de l'avenir de toute la région, on doit dépasser nos propres limites et faire quelque chose d'autre ensemble. Rabin a été assassiné. Ensuite, on n'a absolument rien fait pour appliquer les accords d'Oslo. Parce que quand vous regardez l'annexe des accords d'Oslo, c'est une carte de développement mutuel autour de la question de l'eau. Et là, donc, avec mon ami Lino Larouche et Jacques Cheminade, nous avons défendu, depuis les années 75, sous l'étiquette du plan Oasis. Tout le monde sait que, vous savez, depuis 1948 et aujourd'hui, les terres irriguées, les terres agricoles en Israël ont remonté de 50 fois. Alors, si chez chacun pour soi, chacun prend de l'eau du Jourdain, du lac Tibériade, etc., où on va occuper le Golan, disons, toutes les conquêtes israéliennes militaires, en réalité, ont été en partie des conquêtes pour l'eau. Donc, Rabin lui-même, en 1993, a dit « Vous pouvez résoudre tous les problèmes de la paix sur le papier. Si vous n'allez pas résoudre le problème de l'eau, la situation va exploser. » Et ça, c'est en 1993, donc c'est même après la signature des accords d'Oslo. Donc tout cela, on a dit non, c'est trop cher, il y a l'écologie, il n'y a pas l'argent, etc., etc. Donc on a laissé pourrir pour des raisons géopolitiques, c'est-à-dire la manipulation des uns contre les autres, les fourmis noires contre les fourmis rouges. On a favorisé la Hamas et on a favorisé les colons qui sont des gens complètement fanatisés et qui sont connus pour faire des ratonnades et pour aller taper sur les Palestiniens dans les territoires occupés. Et après, on dit « Ah oui, c'est bizarre, alors tout d'un coup, ils ne peuvent pas s'entendre. » Non, mais si vous voulez, on se moque du monde. On se moque du monde parce qu'on a tout fait pour faire ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a enfermé les gens dans une prison à ciel ouvert. Bientôt, je pense que Mme von der Leyen va envoyer des tentes pour qu'au moins ils aient un toit, parce que c'est à peu près tout ce qu'elle est capable de comprendre. Donc ça, si vous voulez, il faut que ça cesse. Donc il faut appliquer la résolution de l'ONU de 242, de 67. Il faut vraiment faire un plan de développement économique régional qui a été abandonné il y a 2 ans par la Jordanie, parce qu'il y avait donc depuis 2013, il y avait des pourparlers entre la Jordanie, les Palestiniens et les Israéliens pour le partage de l'eau, pour faire les canaux de la paix, pour remettre de l'eau dans la mer Morte qui est en train de disparaître.
y compris même pour le tourisme en Israël. Quand vous allez visiter un pays où la mer morte, c'est devenu une flaque d'eau, bah, c'est pas terrible pour faire le tourisme en Israël. Donc même pour toutes ces raisons-là, tout cela n'a pas été fait, ça a été saboté. Et aujourd'hui, ça a tendance à m'énerver les gens qui vont là-bas pour dire voilà, il faut une solution de 2 États et tout ça, sans dire comment, par quel chemin on va y arriver. Donc ça devient des déclarations verbales et qui font bien, on fait de la communication, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement et ça, j'ai beaucoup apprécié qu'aussi bien la Russie que la Chine, que même les Juifs aux États-Unis qui sont en train de manifester aujourd'hui dans la rue, tellement ils sont furieux contre ce qui est arrivé, et qui est quand même, où le gouvernement israélien était incapable de protéger sa propre population, tout en disant qu'il faut maintenant être sérieux. Est-ce que ce n'est pas le fait des extrémistes d'un côté comme de l'autre, finalement? Oui, mais les extrémistes ont des marionnettes, et donc il faut regarder les fils qui connectent la marionnette avec la main qui les agite. Et c'est là où les choses, en anglais, on dit « follow the money », suivez les pistes de financement de ces choses-là. Côté israélien, qui sont les marionnettes qui tirent les ficelles? Alors il y a 2 facteurs. Il y a, à mon avis, surtout un facteur intérieur de la politique américaine qu'on appelle les sionistes chrétiens. Il y a à peu près entre 50 et même, certains parlent même de... Il y a plusieurs dizaines de millions de sionistes chrétiens aux États-Unis. Ce sont des gens qui croient à la fin du monde, ils croient qu'il faut une bonne guerre, et qu'à ce moment-là, même Israël va être détruit, et à ce moment-là, le Messie va revenir, et les Juifs, il va demander aux Juifs de se convertir au christianisme. Et c'est eux qui financent les candidats, aussi bien M. Obama que M. Trump, que M. Biden, ont reçu des financements très forts de ces sionistes chrétiens. C'est eux qui ont obtenu qu'on déplace l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, qui normalement est, disons, tous les accords signés par les Nations Unies sont contraires à cela. Disons, c'est une question ouverte, quelle est la vraie capitale d'Israël, et ça doit être décidé en fonction de ce qu'on veut faire à l'avenir, et non pas par une chose purement du passé. Donc ça, c'est un facteur qui a pas... Aussi, par exemple, quand Trump il a reconnu la légitimité du Golan à Israël, ça a été complètement une demande. Il y a des gens comme Sheldon Adelson qui gère les casinos de Las Vegas. Il appelait le soir M. Trump et disait « Moi, je veux en Israël ceci et cela, et en échange, je vous envoie 10 millions de dollars pour votre campagne. » Si vous voulez, donc, si vous voulez, la corruption, elle n'est pas que sur place, elle est aussi ailleurs. Parce que ces extrémistes prospèrent parce qu'elles ont des protecteurs. Elles ont des protecteurs. Et donc, quand la présidence américaine, même Obama, qui a fait des beaux discours sur le conflit israélo-palestinien, il n'y a jamais eu une exigence, par exemple, d'arrêter la colonisation. On a même presque dit qu'il faut changer le nom. C'est plus un pays occupé, c'est Galilée et ceci. Quand vous continuez à parler, comme Pascal Boniface, par exemple, en France, qui dit clairement qu'il y a un occupant et des gens qui sont occupés et qu'il y a un occupant, Pascal Boniface, il se fait traiter d'antisémite, vous voyez, parce qu'il y a eu une campagne, surtout depuis le 11 septembre en 2001, on a mis tout le monde dans le même sac. Donc il y a eu une énorme campagne pour dire, et malheureusement M. Macron est en train de tomber dans ça, pour dire la Hamas c'est Daesh. Et donc, alors bon, déjà d'abord, on n'a jamais gagné une guerre contre le terrorisme avec des bombardements ou des assassinats ciblés. C'est même, à la limite, si vous voulez créer une vague de terrorisme au niveau mondial, la meilleure chose, c'est de bombarder aujourd'hui Gaza. Parce que la vengeance, vous créez, on est dans un cycle de vengeance et de contre-vengeance. C'est-à-dire qu'une atrocité de cette nature, elle va en engendrer une autre. La violence engendre la violence. Alors que nous, ce que nous disons, et ce que je dis moi, c'est que la seule base à la paix, c'est qu'il y a une justice. Donc il y a une justice économique, sociale, politique,
où chacun a le droit de mener sa vie, que la sécurité est indivisible, c'est-à-dire que la sécurité d'Israël dépend même de la création d'un État palestinien. S'il n'y a pas un État palestinien et un État israélien, la sécurité de l'un, en fait, dépend de la sécurité de l'autre. C'est un peu le point de vue qu'on peut aussi défendre sur l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire que si les intérêts de sécurité de la Russie ne sont pas pris en compte dans le conflit en Europe centrale, la sécurité de l'Ukraine ne pourra pas être garantie. Donc là, c'est les bases même de la grande diplomatie que nous sommes supposés connaître depuis la paix de Westphalie de 1648. On parlait tout à l'heure des marionnettes qui tirent les ficelles. Alors, côté Hamas, enfin côté palestinien, qui sont les marionnettes alors c'est l'Orient compliqué, parce que le Hamas, en fait, il y a... Bon, d'abord, il faut quand même voir qu'en 2006, le Hamas a gagné les élections. Ils ont gagné 74 sièges sur 132 à Gaza. Suite à ça, ils ont gagné les élections, donc on les a mis tout de suite en prison, en fait, parce qu'ils avaient gagné les élections. Maintenant, c'est un peu on est un peu au même dilemme. Moi, je suis tenté à faire un parallèle entre le conflit de l'Irlande, où il y avait le Sinn Féin, avec par exemple des gens comme Jerry Adams, et il y avait les gens qui faisaient les attentats pour le IRA, the Irish Republican Army, l'armée républicaine irlandaise. Donc il y avait une branche militaire et une branche non militaire. Aujourd'hui, l'essentiel de la branche armée du Hamas, ce sont les brigades Al-Qassam, qui est une figure historique de la lutte armée, etc. Ces brigades, parfois, opèrent même sans l'accord du Hamas. Ce sont c'est des structures, effectivement, ultra-militaires, ultra-militarisées, avec des combattants qui connaissent peut-être 2 ou 3 personnes qui leur donnent des ordres. Ils ne connaissent même pas le chef de leur propre mouvement. Et donc, alors la Hamas, en tant que tel, il a eu... Bon, c'est un mouvement sunnite, donc qui est a priori même le contraire des chiites de l'Iran. Et deuxièmement, qui opère qui a fait de l'aide sociale, qui s'est fait une base parmi les Palestiniens par l'action sociale. Donc, pour avoir de la nourriture, de l'eau et du logement à Gaza, vous l'obtenez par la Hamas. Donc, ensuite, il y a une partie de liens qui sont venus par le Qatar et par les frères musulmans. Mais bon, ça, on pourrait dire la même chose de l'OLP. Au début, Arafat a été aussi au début avec les frères musulmans. Aujourd'hui, c'est encore en partie donc, le Qatar qui joue sur tous les tableaux, ce qui peut être pour le meilleur et le pire, bien sûr. Et donc, par exemple, il y a énormément d'argent. De là à savoir que l'argent qui passe par exemple par les crypto-monnaies, la Hamas a reçu énormément d'argent sous forme de crypto-monnaies. Donc on a du mal à savoir qui joue la carte extrémiste. Ce que dit la presse israélienne, on a les citations où Netanyahou a dit il faut garantir qu'il y a de l'argent qui aille au Hamas. Alors bon, on peut l'interpréter comme on veut ensuite. Est-ce que c'est pour je ne pense pas que c'est tout à fait pour l'action sociale, vous voyez. Alors, selon le président Emmanuel Macron, le Hamas est un groupe terroriste. Il ne porte pas la cause palestinienne. Il doit être combattu avec force. Et la cause palestinienne, elle, doit être entendue avec raison. Que pensez-vous de cette déclaration ? C'est sa déclaration. Je pense que... Mais il a pris position au nom de la France aussi. Oui, je pense que le problème, c'est que depuis que la France a été ramenée dans l'OTAN, en fait, la France se disqualifie d'être un médiateur neutre et honnête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la limite, la Turquie est plus en mesure de s'imposer comme une voix, parce que la Turquie parle à la Russie, elle parle aux Israéliens, elle parle aux Palestiniens, etc. Donc,
dans ce genre de conflit, comme dans le conflit d'Ukraine, il faut un honest broker, il faut un intermédiaire qui ne soit pas d'un côté ou de l'autre. Dès le moment où la France s'annonce 100% avec un des deux camps, la France se disqualifie pour reprendre la grande politique arabe qu'avait fait le général de Gaulle après 67. Hein, parce qu'après 67, donc, la France a fait un embargo sur les armes dans la région. Bon, elle donnait quasiment que des armes aux Israéliens, donc elle a cessé de donner des armes aux Israéliens en 67. La grande politique arabe de la France, continuée par Pompidou et même par Chirac à un certain moment. Tout ça, c'est fini de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on s'est disqualifié. Mais dans ce cas-là, quel est le sens de la visite du président Macron sur ce territoire? D'abord, c'est toujours D'abord, il est déjà arrivé en dernier, parce qu'il y a Van der Leyen qui a été avant, les Anglais ont été, Scholz a été, Biden a été, donc il arrive en dernier. Donc, et après, c'est en même temps, c'est-à-dire qu'on dit Israël a le droit de se défendre. Bon, moi je suis d'accord, hein, Israël a le droit de se défendre. Mais vous voyez, par exemple, il n'a même pas prononcé le mot occupation, M. Macron, pendant toute sa visite. Donc ce qui est important dans cela, c'est non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il ne dit pas. Et parce que si on était sérieux, on demandait maintenant l'application, donc, comme je vous l'ai dit, de la résolution 242 de novembre 1967, qui veut dire la fin de la colonisation. De la colonisation. Mais ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est plus 30 000 colons. Aujourd'hui, c'est 740 000 colons. Donc, si vous dites il faut arrêter, il va falloir inventer quelque chose de nouveau. Il y a des choses... Et ça, je ne peux pas le faire à la place des Palestiniens et les Israéliens. Parce que si vous regardez les cartes, même pour connecter Gaza à la Cisjordanie, et après, vous avez toutes ces choses-là en peau de léopard, avec des regroupements, avec des murs, etc. Tout ça, c'est lamentable. Alors maintenant, on connaît déjà la position officielle de l'Union européenne, de la France, des États-Unis sur ce conflit. Mais en dehors du monde occidental, un nombre important de pays soutiennent pourtant la Palestine, car depuis 1967, on le sait, Israël n'a cessé d'étendre son occupation du territoire palestinien, jugé illégal par l'ONU. Quelle est votre opinion sur le sujet? Moi, je vous l'ai dit, moi je suis, autant que je pleure les morts en Israël, autant je suis absolument... ça me met hors de moi l'injustice qui est faite, y compris aux Israéliens arabes, parce qu'Israël a changé de nature, en fait. Il y a une très belle, un éditorial de Jacques Chimnade qui met le coup de projecteur sur là, qui vient d'être publié là hier, où il dit qu'Israël a changé de nature. C'est-à-dire qu'au début, en 1948, Ben Gourion dit que toute personne qui vit en Israël a les mêmes droits. D'accord ? Parce qu'il y a aussi des Arabes, il y a des chrétiens, il n'y a pas que des Juifs en Israël. Depuis 2018, en fait, Netanyahou et l'establishment israélien, ils ont changé la loi. L'arabe était une des langues officielles d'Israël. Maintenant, il y a un statut d'exception. Donc Israël est en train de se suicider du point de vue de ce qu'elle avait de meilleur. Elle agit contre le judaïsme. Donc c'est aussi une tragédie israélienne. Donc moi, je suis vraiment extrêmement fâché par rapport à l'injustice faite aux Palestiniens. Mais je déplore aussi, et il y a un mouvement pour la paix en Israël, et il faut absolument les aider à retourner cette situation lamentable, parce qu'on assiste à la destruction de l'âme. L'âme d'Israël est en train d'être détruite. Israël se détruit elle-même. Si Israël va... Regardez Gaza, mais vous avez 2,5 millions de personnes. La moitié de ces gens-là ont moins de 15 ans. Donc on va aller bombarder, on va aller envoyer les jeunes Israéliens qui déjà veulent plus aller à l'armée. On va leur apprendre à faire des massacres. Mais les gens qui vivent à Gaza aujourd'hui, c'était ceux qui ont fait l'intifada.
Avant, ils étaient en Cisjordanie. On les a chassés. Ils se sont repliés sur Gaza. C'est les familles qui, déjà, ils ont quitté leur terre une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'attendez-vous que ces gens-là, s'ils voient la corruption israélienne, s'ils voient l'oppression israélienne et la corruption de l'autorité palestinienne, où est-ce qu'ils vont aller? Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, on assiste à une situation qui devient de plus en plus complexe, selon Henri Laurent, historien spécialiste du monde arabe contemporain. Le problème israélo-palestinien, qui était encore soluble dans les années 1990, ne l'est plus. Est-ce que vous partagez son analyse? Non, pas du tout, parce que je pense au 10e principe que Madame Larouche a mis elle a fait les bases du monde de demain, où elle énonce 10 principes. Et le 10e principe, c'est que l'homme, par sa nature, a le potentiel d'être bon. Et que l'homme est bon parce qu'il a ce potentiel. Donc il y a toujours, les problèmes de l'homme peuvent être résolus par l'homme. Personne d'autre va les résoudre. Deuxièmement, par exemple, ce que la France ou les États-Unis pourraient faire, c'est exiger qu'Israël libère un certain nombre de dirigeants palestiniens, comme Marwan Barghouti, qui sont en prison et qui peuvent représenter la Palestine de demain. C'est-à-dire qu'on peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas créer un État palestinien avec l'autorité palestinienne. On ne peut pas créer la paix avec Israël, avec Netanyahou. Donc il faut une nouvelle Palestine et il faut une nouvelle Israël. Il faut un nouveau Israël. Et ça, ce que l'Europe et la France et ce que les Américains, s'ils en avaient le courage, et s'ils voulaient vraiment agir au lieu de contempler la désolation, c'est qu'ils doivent dire, voilà, il y a un certain nombre de gens en prison en Israël qui peuvent devenir les partenaires d'Israël de demain. Marwan Barghouti, tout le monde le sait. Alors on peut dire, oui, mais il a fait des actes. Oui, il a été dans la guerre. La guerre, c'est moche. Donc à un moment donné, il faut accepter qu'au nom d'un bien supérieur, il faut se donner les moyens de réussir. Si on est objectif, si vous prenez M. Laurent, si vous regardez de l'extérieur objectivement les choses, il a parfaitement raison. Mais ça, c'est inacceptable. Parce que l'enjeu, en plus, si vous voulez, par rapport au potentiel d'embrasement pour le reste de la région, si l'offensive sur Gaza réellement commence, il n'est pas encore commencé d'après ce que j'ai vu ce matin, ils sont hésitants, il y a eu des opérations, mais il n'y a pas encore une invasion terrestre. Le potentiel immédiat, c'est d'avoir un embrasement de toute la région. Que ce soit au Liban, que ce soit par rapport à la Syrie, que ce soit par rapport à l'Iran, même par rapport à l'Égypte, etc. Vous aurez un embrasement de toute la région. Donc j'espère seulement que M. Mandarin, en échange de son discours extrêmement complaisant par rapport à Israël, a fait passer le mot dans les discussions privées qu'il ne faut pas y aller. Mais cet embrasement qui est en cours risque même de s'étendre dans le monde entier. Oui, donc il faut agir et vite. Et quand vous dites qu'il faut agir vite, cela fait quand même 70 ans, plus de 70 ans, que d'un côté comme de l'autre, on a quand même fait, on va dire, un pas vers la paix, sans succès. Est-ce que votre souhait ne risque-t-il pas de rester un vœu pieux? Il faut toujours tenter l'impossible. Donc, c'est propre à la nature humaine. Ce sont des moments exceptionnels dans l'histoire. Et donc là, je pense qu'effectivement, avec cette attaque du Hamas en Israël même, et c'est là où je réponds à votre première question, c'est qu'est-ce qui est vraiment de nouveau. Je pense que on est vraiment le dos au mur. Et que soit collectivement on trouve les portes vers la sortie, soit il y a une descente dans un monde de barbarie, pour tous. Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci à vous.